Oui, on savait qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde un vendredi soir pour entendre parler des normes, plus encore des normes comptables. Alors, on a invité les membres de nos familles respectives, donc merci à nos parents. Donc, alors, c'est vrai que la norme comptable est dans l'actualité, puisque hier, l'Union européenne, dans un sursaut de souveraineté comptable, a décidé de modifier une norme élaborée par son sous-traitant, l'IASB. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Alors, un normalisateur, et ce que je vais dire ne tient pas au fait que je sois normalisateur en tant que membre du Conseil national de la comptabilité, mais un normalisateur joue un rôle social considérable, puisque finalement, il définit le cadre cognitif à travers lequel les parties prenantes et plus généralement les différents acteurs sociaux appréhendent l'entreprise. C'est en se fondant sur l'image produite par ce cadre qu'ils gèrent les relations qu'elles entretiennent avec elles. L'investisseur boursier, par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment, se fonde sur ce modèle, mais pas exclusivement pour prendre ses décisions d'achat, de vente ou de conservation d'actions. Donc le normalisateur participe donc, le normalisateur comptable, participe donc à la gouvernance au sens large des entreprises, dans la mesure où les normes qu'il produit fondent en particulier les jugements et les contrôles qui s'exercent sur elles. Alors c'est à la lumière de ces considérations liminaires qu'il faut juger rétrospectivement de l'importance du règlement européen du 19 juillet 2002, approuvé en bonne et due forme et sans grande discussion par le Conseil des ministres et le Parlement. Ce règlement a confié l'élaboration des normes comptables de l'Union à un organisme international de droit privé, l'IASB, et décidé que les sociétés cotées européennes à la tête de groupes élaboreraient leurs comptes de groupe selon les normes de cet organisme. Ce faisant, et de façon un peu subreptice, l'Union européenne faisait le choix d'un modèle comptable, c'est-à-dire d'une représentation de l'entreprise, en l'occurrence le choix du modèle anglo-saxon. Alors ce choix est porteur d'un certain nombre de questions qui nous apparaissent maintenant, notamment pendant la crise, et c'est ces questions que je voudrais évoquer au cours de cette intervention qui, je l'espère, tiendra dans les 10 minutes. Alors, avant de traiter ces questions, je voudrais positionner donc le modèle anglo-saxon, qui est celui de l'IASB, par rapport à un autre modèle qui a fait long feu, à savoir le modèle continental. Alors, vous avez un schéma ici qui vous présente sommairement les deux modèles. Alors, d'abord, quels sont les utilisateurs de l'information comptable visés par chacun de ces modèles ? Dans le modèle anglo-saxon, l'utilisateur visé, l'utilisateur privilégié, c'est tout simplement l'investisseur actuel, mais évidemment aussi l'investisseur potentiel. Tandis que dans le modèle européen continental, qui fut, disons, jusque vers le milieu des années 90, le modèle de l'Allemagne et le modèle de la France. L'utilisateur visé, enfin, on ne peut pas parler d'un utilisateur, mais de plusieurs utilisateurs. Il s'agit, à travers la documentation comptable, de répondre aux besoins d'information des associés, bien sûr, et notamment des investisseurs, mais aussi des créanciers, de l'État, du fisc et aussi du personnel, et puis de bien d'autres parties prenantes. Autrement dit, le modèle européen continental était un modèle très ouvert, ouvert sur, pourrait-on dire, une gouvernance partenariale, alors que le modèle anglo-saxon était un modèle plutôt ouvert sur une gouvernance actionnariale. Alors, le reste suit. À partir du moment où les deux modèles sont ainsi finalisés, eh bien, les principes qui vont être mis en œuvre, de même que les concepts, ne vont pas être les mêmes. Le principe qui va être mis en œuvre par le modèle anglo-saxon, c'est le principe de la prééminence de l'économie sur le droit. C'est-à-dire que quand on va analyser les opérations de l'entreprise, on les analysera avant tout d'un point de vue économique et accessoirement d'un point de vue juridique. Au contraire, dans le modèle continental, c'est le droit qui va primer. Et donc, on va juger de la qualité des états comptables des entreprises par référence à la norme. C'est le principe de régularité qui va s'appliquer.
De la même façon, on va déduire de l'hypothèse de base, à savoir la définition des utilisateurs, on va définir des critères d'évaluation différentes. Dans le modèle anglo-saxon, le bon critère par référence à cet objectif, la satisfaction des investisseurs, ce sera la valeur courante, ou la valeur de marché, ou la fair value, on reviendra là-dessus. Dans le modèle européen continental, qui était tourné en particulier vers les créanciers, eh bien, on choisira un mode d'évaluation, disons, extrêmement prudent, le coût historique matiné de prudence. Et en ce qui concerne, tout le reste se déduit, en ce qui concerne la latitude laissée aux professionnels de la comptabilité, eh bien, dans le modèle anglo-saxon, elle est assez grande, ce qui requiert évidemment des professionnels d'excellente qualité, bien formés. Dans le modèle européen continental, elle est très faible. Elle était très faible. En d'autres termes, les comptables devaient appliquer la règle, point final. Si nous continuons encore à lister un peu ces différences entre le modèle anglo-saxon et le modèle européen continental, eh bien, il y a aussi le problème du lien avec la fiscalité. Dans le modèle anglo-saxon, il n'y a pas de lien entre la comptabilité et la fiscalité. Donc la comptabilité peut justement se consacrer à la description de l'entreprise en tant qu'entité économique et financière et abstraction faite de toute considération fiscale. Dans le modèle européen continental, au contraire, ce lien est très fort. Donc la comptabilité va subir les contraintes de la fiscalité. Et enfin, pour conclure, quel est l'objectif des deux modèles? Eh bien, en ce qui concerne le modèle anglo-saxon, il s'agit surtout d'aider les destinataires privilégiés de l'information comptable à prendre des décisions. En l'occurrence, il s'agit d'aider l'investisseur à prendre des décisions d'achat, de vente ou de garde de titres. Par contre, le modèle européen continental attache beaucoup d'importance au rendu de comptes, à la reddition de comptes, c'est-à-dire qu'il faut que les comptes présentés par les dirigeants aux actionnaires, par exemple, mais à l'ensemble des parties prenantes, disent ce qu'ils ont fait dans le cadre de la mission implicite qui leur a été confiée, dans le sens, dirons-nous, d'un intérêt général commun à toutes les parties prenantes. Donc voici, de façon caricaturale, je vous le concède, quels étaient les deux modèles en compétition jusqu'à ce que l'Union européenne décide d'accorder une sous-traitance de ces normes à l'IASB. Alors, il ne fait pas de doute qu'elle a choisi du même coup le modèle anglo-saxon. Et en effet, si on lit le cadre conceptuel de l'IASB, à savoir le cadre qui sous-tend les normes internationales, eh bien, l'article 10 de ce cadre conceptuel est parfaitement explicite. Je cite: « Bien que les besoins d'information des divers utilisateurs ne puissent pas être comblés par les états financiers, il y a des besoins qui sont communs à tous. » Alors, question, lesquels? Réponse: comme les investisseurs sont les apporteurs de capitaux à risque de l'entreprise, la fourniture d'états financiers qui répondent à leurs besoins répondra également à la plupart des besoins des autres utilisateurs susceptibles d'être satisfaits par les états financiers. Bon, en d'autres termes, dès lors que les investisseurs sont satisfaits, toutes les autres parties prenantes le sont. Donc, implicitement, à la suite d'ailleurs de l'organisme de normalisation américain, à savoir le FASB, là, il faut faire une toute petite différence. Il n'y a qu'une lettre de différence. Le normalisateur international, c'est l'IASB. Le normalisateur américain, c'est le FASB. Donc, implicitement, à la suite du FASB, l'IASB inscrit sa tâche de normalisateur dans un capitaliste de marché financier et se fait le promoteur naturel du modèle anglo-saxon. Ce qui ne doit pas surprendre, eu égard à ses origines et à sa composition, dont j'ai traité dans un autre article par ailleurs. Alors, il s'ensuit que les concepts et les principes qu'il mobilise dans ces normes relèvent du modèle anglo-saxon, et notamment, évidemment, ce fameux critère de la juste valeur. Alors, par contre, pour les pays où prévalait le modèle continental, le passage aux normes internationales équivaut, comme on l'a dit, à un passage au modèle anglo-saxon et à un changement, je cite la F. Capello, de mode d'appréhension de l'entreprise. Alors, un tel passage n'est évidemment pas sans enjeu. Alors, disons, la décision de l'Union européenne a suscité beaucoup de débats.
ces débats ont tourné essentiellement autour de la juste valeur. Mais aujourd'hui, bien que le débat sur la juste valeur se poursuive, hier, en réalité, l'Union européenne a pris une décision sur l'application de la juste valeur. Bien que ce débat se poursuive, un autre débat maintenant se fait jour, c'est celui de l'extension de l'application des normes comptables internationales à d'autres organisations que celles pour lesquelles elles ont été prévues et éventuellement à d'autres biens. Alors, le débat autour de la juste valeur. Quelques questions. Qu'est-ce donc que la juste valeur ? Alors, cette question de définition est évidemment première et fondamentale. Alors, il ne fait pas de doute, si on lit les normes de l'IASB, que la juste valeur n'est autre chose que la valeur de marché. Je cite, prix auquel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre deux parties compétentes, n'ayant aucun lien de dépendance et agissant en toute liberté. Soit. Bon, sur la base de cette définition, il y a relativement peu de biens qui peuvent être évalués en juste valeur. Parce que, sauf avoir un fantasme du marché, force nous est de constater qu'il y a quand même peu de marchés qui fonctionnent de façon satisfaisante. Et aujourd'hui, peut-être encore moins que jamais. Bon. Alors, l'IASB a une réponse à cette objection. Que fait-on en l'absence de marché ou quand le marché fonctionne mal ? Et puis, il dit à ce moment-là, on va modéliser la juste valeur. C'est-à-dire qu'on va substituer à la valeur de marché la valeur actuelle des revenus futurs dont on attend du bien, que l'on attend du bien, que l'on veut évaluer. Alors, cette substitution est pour le moins surprenante parce qu'on attend de la valeur de marché une objectivité, et la valeur de marché est somme toute objective, mais on ne peut plus attendre d'objectivité de la valeur actuelle, puisque cette valeur actuelle va supposer des prévisions de revenus, cette valeur actuelle va supposer le choix d'un taux d'actualisation. Donc il y a là une sorte de paradoxe à vouloir substituer à la valeur de marché une valeur actuelle. Mais c'est une façon de faire en sorte que l'on puisse étendre en quelque sorte l'application de la dite juste de valeur en ajoutant à la valeur de marché la valeur actuelle. Alors, mais à supposer que ces problèmes de définition et de mesure soient surmontables et surmontés. L'évaluation en juste valeur est-elle pertinente ? Alors, dans quel contexte ? Pour quelles organisations et pour quels biens ? Alors, il n'existe, en comptabilité, on n'est pas très sophistiqué au plan technique. Et il n'existe que 3 modes principaux d'évaluation d'un bien à un moment donné. Il peut être évalué sur la base de son coût historique, corrigé par prudence, comme dans le modèle européen continental, corrigé des dépréciations, donc par prudence. Il peut encore être évalué sur la base de son coût historique ajusté, bon, on sait bricoler ça, ce qui n'exclut pas d'ailleurs une correction pour tenir compte des dépréciations. Il peut enfin être évalué à sa valeur courante, laquelle valeur courante, d'ailleurs, a été rebaptisée, non sans effet rhétorique, parce que qui pourrait s'opposer à une valeur déclarée juste ? Donc là, il y a l'emploi du mot, l'expression juste valeur, à la place de l'expression valeur courante, a incontestablement une force rhétorique très importante. Et s'opposer à la juste valeur, c'est quand même difficile. Alors, quel est le meilleur mode d'évaluation ? Il n'y a pas de réponse théorique à cette question. La seule réponse possible est pragmatique. Ça dépend. Ça dépend des caractéristiques de l'économie, ça dépend de celles de l'entreprise considérée, et ça dépend du bien à évaluer. Alors je dirais simplement que dans une économie de marché financier, et pour une entreprise en lien avec ces marchés, et donc sous le contrôle supposé des investisseurs, c'est l'hypothèse du modèle anglo-saxon, l'évaluation à la valeur de marché paraît de prime abord pertinente. Il s'agit de mesurer la richesse que l'entreprise représente pour les investisseurs. Alors toutefois, ainsi qu'on l'a déjà dit, elle n'est applicable qu'à l'évaluation de biens se négociant sur des marchés fonctionnant correctement, c'est-à-dire dans le jargon financier efficient. Or, il n'y en a pas beaucoup, voyez-vous. Dans une économie plus traditionnelle, encore proche, pour reprendre une expression de Michel Albert, du capitalisme rénan, finalement, le coût historique matiné de prudence n'est pas un mauvais mode d'évaluation. Donc, on pourrait continuer sur ce problème de la relativité, si vous voulez, des critères d'évaluation, mais le temps passe et j'en viens à la deuxième question.
Normes comptables internationales, et c'est la question évidemment qui nous interpelle aujourd'hui, comme on dit, normes comptables internationales et crise financière. Alors, les normes internationales sont-elles procycliques? Le thermomètre peut-il augmenter la fièvre? Alors, en fait, la réponse est oui, hein, parce qu'il ne faut pas confondre thermomètre comptable en interaction avec le patient et puis thermomètre médical qui, en principe, est relativement autonome par rapport au patient. Donc, l'analogie est trompeuse, si vous voulez. Un thermomètre comptable, ce n'est pas un thermomètre médical, parce que c'est en interaction avec le patient. Alors, avant même que l'évaluation en juste valeur ne soit introduite dans un certain nombre de normes, des voix d'économistes, et aussi de gestionnaires, s'étaient élevées qui soulignaient les dangers d'une telle évaluation. Ils avaient en particulier pointé le fait que l'introduction dans le résultat de l'entreprise de plus-value et de moins-value boursière risquait effectivement d'accroître la volatilité de celui-ci et d'accentuer en retour la volatilité des cours, d'amplifier les fluctuations boursières. C'est incontestablement ce qu'on a observé au cours de l'année écoulée dans un secteur particulier. Je dis bien dans un secteur particulier, le secteur des établissements financiers et des banques. Alors, les quelques études peu nombreuses menées sur l'impact des nouvelles normes sur les bénéfices des groupes ont donné des résultats trop mitigés pour que l'on puisse conclure que leur introduction a été, de façon générale, une cause de la volatilité des résultats. Elle l'a été, mais je le répète encore, dans certains secteurs seulement, dans les secteurs évidemment qui gèrent des portefeuilles importants d'actifs et de passifs financiers. C'est le cas évidemment des banques. Alors, au passage, je dirais que les études a posteriori sont certes utiles, mais je fais appel quand même à la communauté universitaire pour qu'elle se livre en collaboration avec les normalisateurs, à des études a priori. Autrement dit, je pense, et ça c'est une des faiblesses de l'IASB, qu'avant de lancer une norme dans la nature, il serait préférable de faire des simulations pour apprécier ses effets éventuels sur l'économie, sur les entreprises et sur l'économie. Donc voici quelques mots sur le débat autour de la juste valeur. Et Anne me regarde, donc je vais accélérer sur le deuxième point. Faut-il restreindre ou étendre le champ d'application des normes internationales? Alors, la question mérite d'être posée parce que l'IASB travaille actuellement sur un projet de normes simplifiées pour les PME. Actuellement, ces normes ne s'appliquent qu'aux sociétés cotées à la tête de groupe et seulement pour leur compte de groupe. Mais l'IASB est un organisme extrêmement ambitieux qui souhaiterait évidemment que ces normes soient appliquées par toutes les entreprises du monde entier, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur taille. C'est une forme d'universalisme, si vous voulez, qui, de mon point de vue, confine au totalitarisme. Mais ça, c'est l'idée. C'est l'idée. Bon. Alors, immédiatement, moi, je le dis, je considère qu'il serait dangereux, qu'il serait aventureux d'imposer aux PME des normes qui ont été conçues pour des grands groupes en contact avec les marchés financiers et des grands groupes dont la gouvernance est essentiellement actionnariale. La plupart des PME n'ont pas ce mode de gouvernance, en particulier les PME qui sont contrôlées par une personne ou par des groupes familiaux. Donc moi j'invite le normalisateur français en particulier à être extrêmement prudent en ce qui concerne l'acceptation éventuelle des normes internationales, même simplifiées, pour les PME. Alors on va plus loin, on parle aussi d'étendre les normes internationales aux organisations non marchandes ou publiques. Alors, ce n'est pas officiellement à l'ordre du jour, mais n'empêche que la nouvelle comptabilité de l'État repose conceptuellement sur des définitions issues du cadre conceptuel de l'IASB. Ceci nous amène à réfléchir sur le sens que peut avoir, par exemple, le bilan de l'État qui a été établi pour 2006. Un bilan, évidemment, où on voit apparaître des dettes énormes, et pour cause, puisque à l'actif ne figure pas un certain nombre d'actifs, notamment le pouvoir régalien de l'État de lever l'impôt. Ça, c'est un actif immatériel que personne ne sait chiffrer. Pas plus qu'on ne sait chiffrer, dans l'hypothèse où on ferait un bilan
des États-Unis, on ne peut chiffrer la valeur immatérielle que représente leur puissance militaire, car une partie de leur endettement est liée à leur puissance militaire. Et comment faire un bilan pour des organisations de type sur un modèle de bilan issu de l'entreprise privée? Donc je suis extrêmement réticent quant à l'extension possible, si vous voulez, du modèle anglo-saxon aux organisations non marchandes ou publiques. Alors les quelques problèmes et questions que je viens d'évoquer très sommairement ne sont pas, à l'évidence, et volontairement, je ne les ai pas présentés tels quels, strictement techniques. Ils ont trait à la gouvernance, et sont aussi politiques. Ils devraient donc intéresser au plus haut point, me semble-t-il, les hommes politiques. Mais ceux-ci, qu'ils soient français ou européens, se dessaisissent ou abandonnent trop facilement aux experts des questions qu'ils considèrent a priori comme techniques, telles les questions de normalisation comptable. Alors on pourrait trouver dans l'actualité contemporaine de nombreuses illustrations de ce genre d'abandon, mais le plus marquant, d'un point de vue comptable, a sans doute été celui qui a consisté, en 2002, à confier l'élaboration des normes de l'Union à un organisme international de droit privé sous influence anglo-saxonne. Nous commençons à en voir les conséquences. Évidemment, en 2005 et en 2006, on s'est réjoui, en quelque sorte, de l'application de ce référentiel, dans la mesure où il amplifiait les profits. Voici que maintenant ce référentiel amplifierait les pertes et nous songeons, et hier nous l'avons légèrement bricolé.